de remercier le professeur Mimouni qui nous a associés à sa manifestation. Je remercie aussi mes amis d'Oujda, Dr Zahir, Dr Razi, toute l'équipe d'Oujda. Et je suis heureux de voir que l'endoscopie commence à se interrégionaliser. Et je suis heureux aussi de voir que la médecine évolue, en tout cas dans les villes périphériques du Maroc, un peu plus vite que chez nous à Rabat, où nous avons quand même des résistances au niveau des centres hospitalo-universitaires. Donc après cette brève introduction, je vais essayer de vous parler des principes de base de la chirurgie haute fréquence, parce qu'on ne peut opérer si on ne maîtrise pas l'électrochirurgie. L'électrochirurgie, c'est vos pas, c'est encélioscopie. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé. Donc le bistouri électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui va vous donner de l'énergie. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et cette énergie, elle va être délivrée de la machine et elle va vous être amenée au bout d'un instrument. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous amener de la chaleur. Et cette chaleur, lorsqu'elle va toucher les tissus, elle va vous donner deux effets. Soit elle va faire exploser les cellules et elle va couper le tissu, soit elle va vider la cellule de son eau et elle va coller les cellules. L'explosion, ça s'appelle la coupe. Le dessèchement, ça s'appelle la coagulation. C'est ça le principe de l'électrochirurgie. J'amène de l'énergie, je fais exploser la cellule, je coupe mon tissu. J'amène de l'énergie, je vide la cellule de son eau, je colle les cellules les unes avec les autres et je fais de la coagulation. Cette énergie, on peut la ramener de deux façons. Soit je sors l'énergie de mon générateur, elle arrive sur l'instrument avec lequel je vais travailler, elle va faire son effet sur le tissu et elle va ressortir par l'instrument avec lequel je travaille. Cette technique s'appelle bipolaire. Lorsque je fais la même chose, j'amène l'énergie, je l'amène sur le bout de mon instrument, elle traverse le tissu, mais elle ne revient pas chez moi, elle sort d'un autre endroit. Cet endroit, c'est la plaque. Ce système s'appelle monopolaire. Donc il y a deux grands groupes de chirurgie. Il y a la bipolaire, il y a la monopolaire. Et le générateur, il vous amène de la chaleur. Voilà ce qu'il faut se rappeler, c'est ça le grand principe de l'électrochirurgie. Alors, qu'est-ce que c'est un courant électrique? On va enlever un petit peu ce qu'on avait fait en première année, la physique, etc. Mais il y a trois choses qu'il faut se rappeler. Lorsque le générateur va sortir de l'électricité, l'électricité, elle est définie par une chose, ce qu'on appelle l'intensité. L'intensité, comment est-ce que moi je vais l'imager? C'est comme si vous avez une armée et vous avez un pont qu'ils doivent traverser. Lorsque vous devez faire une opération commando, vous allez envoyer 6 ou 7 personnes et ils vont vite traverser, ils vont faire leur mission. Vous pouvez aussi dire non, moi je vais aller écraser la ville et je vais amener un bataillon et on va lui faire traverser le pont. Donc l'intensité d'un courant, est-ce que vous allez envoyer des forces spéciales ou est-ce que vous allez envoyer un bataillon? Donc les forces spéciales, ils vont faire du travail délicat, le bataillon, il va tout écrabouiller et il va faire des dégâts. Maintenant, ces forces spéciales ou ce bataillon, quand ils vont traverser le pont, ils peuvent aller au pas, comme ça, et ils vont aller doucement, ils vont dire comme faisaient les Vikings, nous arrivons, et ils vont pas être trop méchants. Par contre, si vous avez la force spéciale qui vient avec des jeeps, avec des tanks qui roulent à 100 à l'heure, ben ils vont avancer, ils vont avoir des problèmes pour s'arrêter, donc ils vont détruire ce qu'il y a derrière. Donc l'électricité, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que je fais des forces spéciales où j'amène mon bataillon, et est-ce que je les fais courir ou est-ce que je les fais avancer au pas? Vous conviendrez que si on amène des forces spéciales et on les fait avancer au pas, on va faire une chirurgie douce, on va pouvoir contrôler l'énergie. Si on amène un bataillon et on leur dit allez vous bousillez tout, on va avoir un très bon effet, mais on aura beaucoup d'effets secondaires. Enfin, ce bataillon, lorsqu'il va passer dans un pont, si le pont est large, eh bien, ils vont passer rapidement. Mais si au milieu du pont, vous avez un rétrécissement, eh bien, c'est la résistance du tissu au courant. Donc, si vous avez un courant qui passe à travers un pont et il trouve une résistance, il va avoir, même s'ils veulent courir, ils n'arriveront pas de l'autre côté. Et donc, tous ces éléments
Est-ce que vous allez envoyer beaucoup de militaires, les forces spéciales? Est-ce que vous allez les faire courir? Et est-ce que vous avez un rétrécissement dans le pont? Vont vous donner l'effet terminal. C'est ça l'électrochirurgie, c'est est-ce que je dois moduler mon énergie pour amener l'effet que je veux au niveau du tissu. Dernière chose, si je envoie cette armée et je lui dis vous allez bombarder pendant 2 mois, c'est pas comme s'ils vont bombarder pendant 10 secondes. Ça veut dire que quand vous appuyez sur de l'énergie et vous restez avec le pied appuyé sur la source, vous allez exploser le corps humain. Donc, avec le temps, les jeunes résidents, puisque je pense que l'enseignement est fait pour eux, apprenez à utiliser l'énergie avec parcimonie. Moins on utilise l'énergie, mieux on la maîtrise, mieux on la règle, meilleur on aura des effets et moins on va faire de catastrophes. Ceci nous amène à étudier les effets biologiques de l'électricité sur le corps humain. Il faut savoir que lorsque vous mettez votre doigt dans une prise, vous allez commencer à sauter dans tous les sens, vous allez être électrocuté parce que le courant, il a une certaine fréquence et cette fréquence va entraîner ce qu'on appelle une action excitomotrice sur vos muscles striés. Eh bien, vous allez commencer à bouger dans tous les sens, vous allez vous tétaniser et à la fin, vous allez avoir une fibrillation et on va mourir. C'est ça le problème même de l'électrocution. Donc, si on utilise de l'énergie électrique pour mourir, c'est antithétique. Donc il faut essayer de dire au courant, tu vas augmenter la chaleur, tu vas me donner mon effet chirurgical, mais tu ne vas pas me faire vibrer. Et c'est pour cela que les générateurs utilisent ce qu'on appelle les courants haute fréquence. Pourquoi haute fréquence? Parce que le principe de l'électrochirurgie, c'est d'envoyer de la chaleur dans un tissu et éviter de faire sauter le courant. Voilà le principe de l'électrochirurgie. Donc quand quelqu'un vient vous vendre un truc, vous dit j'ai un truc haute fréquence, ben oui, l'haute fréquence, on ne doit actuellement utiliser que de la haute fréquence. C'est fini, tout autre type d'énergie. Soit la haute fréquence, soit la très haute fréquence. Si j'ai le temps, peut-être que j'en parlerai. Quels sont donc maintenant, rentrons un peu dans les détails de cette énergie. Il faut savoir que lorsque l'on va amener de la chaleur, puisqu'on a dit l'effet de l'électrochirurgie, c'est de la chaleur qu'on va appliquer sur le corps humain. Lorsque l'on va appliquer cette chaleur sur le corps humain, avec entre un temps T0 et un temps 1 qui est très court, et on amène 100 degrés, eh ben c'est comme si vous avez la théorie de la casserole, vous avez une casserole, vous avez un petit bac dessus, eh ben l'eau, elle va se transformer en vapeur et elle va envoyer le petit bac qui recouvre la casserole. C'est exactement la même chose. Lorsque je vais programmer mon générateur pour lui dire tu vas me faire augmenter la chaleur du temps T0 à T1 et tu me fais exploser la cellule, si j'explose la cellule, je vais avoir un effet de coupe. Les courants d'effet de coupe sont des courants qui utilisent une faible puissance. C'est-à-dire, on va envoyer les forces spéciales et on va leur dire d'aller tout doucement. Et ils vont faire leur action commando la nuit. Et donc, le courant de section est un courant qui permet d'atteindre rapidement la température de vaporisation de la cellule et de la faire exploser. Le courant de coagulation. Courant de coagulation, c'est j'envoie mon bataillon, je lui dis de marcher doucement et je lui dis de tout exploser. Donc c'est un courant qui demande une puissance importante, c'est un courant dangereux, le courant monopolaire. Ce courant, il ne va pas faire monter la température du temps T0 à T1 en 1 milliseconde et faire vaporiser les cellules, non. Il va être plus lent et il va entraîner, il va vider la cellule de son eau et les cellules vont se coller les uns aux autres, il va y avoir un coagulum protéique et les cellules vont se rétracter, c'est ce qu'on appelle l'effet de coagulation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le courant de section, c'est votre allié en mode selon l'effet, le courant de coagulation, c'est votre ennemi parce que c'est nos amis, c'est le bataillon qui vient qui va tout bousiller. Parce qu'il va demander une grande puissance et un temps important pour avoir l'effet. Pour déshydrater les cellules, ça demande du temps. Dans les courants de coagulation, vous pouvez, et vous avez souvent au niveau de vos bistouris, ces petits éléments que vous voyez ici. Ces petits éléments, vous avez ce qu'on appelle la coagulation douce. C'est-à-dire que vous allez demander
à votre générateur de faire vider les cellules de leur eau avec un temps relativement lent, mais vous n'allez entraîner une dégradation du tissu que sur une petite distance par rapport à l'endroit que vous allez coaguler. Lorsque vous réglez votre générateur sur ce mode-là, eh bien, ça va aller un petit peu plus vite, donc on va se rapprocher un petit peu de la section. Simplement, il y a certaines cellules qui vont se vider de leur eau, mais il y en a d'autres qui vont se coaguler, mais vous aurez de la carbonisation sur votre tissu. Enfin, le plus méchant, c'est celui-là, c'est le spray, c'est-à-dire vous allez dire non, moi j'envoie les parachutistes qui vont aller exploser la ville. C'est-à-dire que je ne vais pas toucher ma cible, je vais dire à la pointe, à l'instrument que je vais avoir, envoie l'énergie sans toucher le tissu. Ça veut dire que c'est une puissance très importante et on verra quand vous avez une puissance très importante, vous avez des effets secondaires très importants. Nous avons parlé donc des modes, c'est-à-dire le mode de section, le mode de coagulation. On va parler maintenant des types d'utilisation de ces courants haute fréquence. Il y a deux grands types. Il y a ce qu'on appelle le branchement monopolaire. Et ce branchement monopolaire s'effectue avec ce qu'on appelle une électrode active. Électrode active, ça veut dire que le générateur va vous donner l'énergie. L'énergie, c'est de la chaleur et elle va passer par ce que vous avez dans la main. Ce que vous avez dans la main s'appelle l'électrode active. Cette électrode active, qui en envoyant un courant haute fréquence, permet d'obtenir une forte densité de courant. Densité de courant, vous allez avoir une énergie précise que vous allez appliquer sur une petite région. Donc, comme on a dit que c'est de la chaleur, cette chaleur, elle va s'appliquer sur une petite région. Donc, vous allez avoir une augmentation de la chaleur sur une petite région. Et il y a une théorie qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie que vous allez faire traverser le corps, il faut bien qu'elle sorte d'un autre côté du corps. Si vous avez une énergie de chaleur qui va entraîner un effet là où elle va rentrer, si vous la faites sortir par un aussi petit endroit que là où vous l'avez fait rentrer, vous douterez bien que vous allez brûler l'autre côté aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refroidir cette énergie. Et pour la refroidir, on va l'obliger à sortir sur une région large pour dissiper l'effet thermique du courant. Et c'est ce qu'on appelle une électrode neutre. C'est-à-dire ça. On va rentrer ici, on va avoir un petit endroit, le courant va traverser le corps et il va sortir dans un grand endroit et donc on va refroidir l'effet qui a été initialement fait du côté de l'électrode active. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour que le courant passe d'un endroit, traverse le corps, sorte d'un autre endroit, ça demande une puissance importante. C'est-à-dire que le branchement monopolaire demande une énergie importante et c'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler que le monopolaire, c'est une puissance importante. Pour ce qui est le bipolaire, c'est différent. Comme j'ai dit, un même instrument supporte les deux électrodes à proximité l'une de l'autre. Ça veut dire que mon énergie, elle va passer par là, elle va traverser l'endroit du corps que j'ai pincé entre mes deux morts et je vais sortir l'énergie de l'autre côté. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un endroit qui va récupérer pour dissiper mon énergie. Donc souvent, quand on a un truc bipolaire, vous avez les instrumentistes qui vous disent « Où est-ce que je mets la plaque ?» Mais on n'a pas besoin de plaque quand on travaille en bipolaire. D'accord? Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le mode ou le branchement bipolaire nécessite une puissance beaucoup plus faible que le mode monopolaire. Et ce mode permet de contrôler parfaitement le cheminement. Parce qu'en mode monopolaire, si vous mettez par exemple, vous faites un sein, et vous mettez la plaque sur la cuisse, eh bien le courant, il va traverser le sein, le cœur, la rate, le pancréas, les intestins, etc., etc. Donc ce courant, on verra qu'il peut occasionner des dégâts. Plus vous éloignez la plaque, plus vous risquez de cramer ce qui est à l'intérieur. Alors que le mode bipolaire, non. Ça ne crame pas, ça ne fait le dégât tissulaire que entre les deux endroits que vous avez utilisés. Quels sont donc les matériels de chirurgie? En chirurgie monopolaire, tout le monde utilise ça, d'accord? C'est le mode monopolaire. Et en chirurgie laparoscopique, on utilise essentiellement le crochet,
Certains utilisent le ciseau et moi je pense qu'il faut abolir la technique où on met la pince comme vous faites en laparotomie, vous mettez du courant de coagulation monopolaire pour faire de la coagulation. Oubliez ça, ça devrait plus se faire. En chirurgie conventionnelle, il y a des pinces et des pincettes bipolaires, surtout utilisées par nos amis ORL et en neurochir. Mais en chirurgie laparoscopique, nous avons des pinces bipolaires. Il y a plein de modèles de pinces. Peut-être que demain, en live chirurgie, je vous présenterai celles que j'utilise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus la pince bipolaire est large, plus le dégât thermique autour de la pince va être important. Plus la pince est faible, plus le dégât thermique autour du tissu est faible. Il faut savoir aussi qu'il existe des ciseaux bipolaires, et ces ciseaux bipolaires, les nouveaux générateurs peuvent envoyer un courant de section, c'est-à-dire un courant sympathique, à travers les morts du ciseau bipolaire, et ça permettra donc de faire ce que fait le mode section monopolaire en enlevant les risques du passage du courant à travers le corps. Donc, quelles sont maintenant les complications de ces types d'électrochirurgie? Ces complications sont liées à la coagulation monopolaire et sont nombreuses et quelquefois dangereuses, et elles sont surtout liées à un défaut de matériel, au non-respect des règles de sécurité, et surtout dans notre pratique, moi ce que j'ai remarqué, c'est la méconnaissance totale de l'électrochirurgie. Alors chez nous, les instrumentistes, ils ont un cours d'électrochirurgie pour qu'ils comprennent ce qu'ils fassent. Et donc, ce que je vous demande, c'est que vous, chirurgiens, vous devez éduquer les personnes avec qui vous travaillez pour qu'elles puissent placer la plaque comme on va vous montrer, pour qu'elles ne vont pas, vous n'allez pas acheter un bistouri de 300 watts et envoyer des électrons dans tout le corps humain. Défaut d'isolation, ça, c'est les cliniques qui travaillent au rabais, ou les hôpitaux qui travaillent au rabais. Qu'est-ce que c'est? C'est la complication la plus fréquente, au Maroc en tout cas. Mais c'est la plus facile à éviter, elle est liée à un défaut d'isolation de la gaine. Vous voyez ici, on a un crochet monopolaire. Donc normalement, le crochet monopolaire, il est entouré d'une gaine en plastique isolante. Donc quand on va envoyer l'énergie, on a dit que l'instrument va aller concentrer la chaleur au bout de l'instrument. Mais si vous avez à ce niveau-là un bout de plastique qui est cassé, eh bien l'énergie, elle n'est pas bête. Elle va trouver un endroit par où sortir. Elle va se dire, ben non, moi je ne veux pas sortir là, puisque je suis là, et j'ai un petit trou ici, et si le crochet il est collé à une anse intestinale, ben l'énergie va sortir là, boum, et elle va perforer l'intestin. Cet accident survient le plus souvent avec l'instrumentation réutilisable, et surtout le manque de soins et le manque de formation des instrumentistes. Quand elles ne sont pas contentes, elles posent les trucs, elles font comme ça et elles cassent le recouvrement des instruments. Donc il faut les sensibiliser au respect du nettoyage et de la stérilisation des produits. Couplage direct. Couplage direct, ça aussi c'est quelque chose, c'est une autre forme de contact transmettant le courant vers l'électrotractive est un tissu. C'est-à-dire ici vous avez l'optique. D'accord? L'optique, il est en train de regarder quelque chose et votre instrument monopolaire, sans que vous le sachiez, il est en contact avec votre optique, sans que vous le sachiez. Donc celui-là, il est en contact, par exemple, ici. Et puis, de façon inadvertante, vous appuyez un petit peu sur la pédale, et bien le courant, il va être transmis par l'optique. L'optique qui est collée à quelque chose va transmettre l'énergie. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut jamais activer l'électrode lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous êtes exactement. Il ne faut pas dire zzz. Ou bien il y en a aussi qui font autre chose. Il y a l'optique qui est là et il déclenche l'énergie avant de toucher la cible. Hein? Vous avez quelque chose, vous devez couper là, vous faites zzz, j'avance et je touche. Pendant que j'avance, je peux toucher quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre va me brûler quelque chose dans un endroit que je ne verrai pas et qui va se déclarer 2 jours après qu'une péritonite. Couplage direct. Courant de fuite. Alors ça, c'est ça le courant de fuite. Courant de fuite, c'est quoi? On a dit l'utilisation du courant monopolaire implique le retour du courant du générateur vers le générateur à travers une électrode de retour
situé à distance de la zone opératoire. Ça veut dire que moi, j'opère mon pelvis, je mets ma plaque sur le talon. On verra que c'est pas là qu'il faut la mettre. Et donc, je vais traverser tout le membre inférieur. Mais il y a des endroits dans le membre inférieur qui vont dissiper l'énergie mieux que la plaque. Et ils vont faire sortir l'énergie avant que l'énergie arrive dans la plaque. Et, par exemple, la fesse, c'est un endroit qui adore sortir l'énergie. Eh bien, si vous brûlez la dame ici et que vous mettez la plaque là, peut-être qu'elle aura tendance à sortir ailleurs et vous aurez ces trucs-là. Je sais pas, vous êtes tous chirurgiens, vous vous êtes brûlé une fois avec le bistouri. Vous avez vu la petite brûlure, combien elle met de temps pour guérir sur vos doigts. Alors imaginez que c'est 10 cm. Ça met 6 mois, 8 mois, 10 mois pour guérir. D'accord ? Donc ce courant de fuite peut être transmis par un arc électrique au tissu avoisinant, en cas d'utilisation de courant de forte puissance, parce qu'il a besoin de sortir. Comment est-ce qu'on prévient les complications ? Pour le défaut d'isolation, un instrument présentant un défaut doit être banni. Il ne faut pas dire je mets du scotch ou je mets de la chatterton. Madame Khmelichi rit parce qu'elle a vu du scotch et de la chatterton. Donc je raconte la vérité, je suis désolé. Pour le couplage direct, il est préférable d'utiliser des instruments protégés entièrement par une gaine isolante. Comme ça, vous êtes sûr que même si vous touchez un autre endroit, vous êtes sûr que vous n'allez pas transmettre le courant. Et surtout, il faut garder sous contrôle strict de la vue l'ensemble des instruments métalliques et intra-abdominaux. J'ai oublié une chose, c'est qu'il faut absolument isoler la dame sur la table de tout élément métallique qui touche son corps. Pourquoi? Parce que quelquefois on met des cales, pour que la femme obèse ne bouge pas, elles sont en métal. Et ces cales en métal, lorsqu'elles sont collées au corps, peuvent jouer le rôle d'une plaque, c'est-à-dire elle va faire sortir le courant avant que le courant n'arrive à la plaque. Donc isolez très bien votre femme électriquement. Tout ce qui peut transmettre de l'électricité ne doit plus être en contact avec la femme en dehors de la plaque. En particulier lorsqu'on met la dame sur les étriers et que les étriers sont des étriers en métal. Pour ce qui est le courant de fuite, il faut privilégier en électrochirurgie les courants de faible voltage, c'est-à-dire éviter d'utiliser la coagulation en mode monopolaire. Mais si vous utilisez la coagulation, utilisez une coagulation douce, c'est-à-dire vous allez envoyer l'armée et vous allez la faire marcher au pas. Vous n'allez pas l'amener avec les mitrailleuses et avec les tanks. Privilégiez la coagulation au courant bipolaire, car les courants de coagulation monopolaire sont les seuls pouvant être à l'origine d'arcs électriques de provoquer des brûlures tissulaires à distance. Et il ne faut activer l'électrode qu'après avoir réalisé un contact avec le tissu. Si vous activez l'électrode et l'énergie elle sort, elle peut aller n'importe où. Le courant de fuite, bien isoler les patients, voilà un petit peu comment nous plaçons nos malades. S'assurer que le retour du courant par la plaque se fait dans les meilleures conditions. Ça, je pense que c'est quelque chose de plus important à savoir. Il faut que la conduction du courant soit optimale. Il faut placer la plaque, si vous travaillez en pelvis, sur la face antérieure du corps pour éviter l'infiltration d'antiseptiques. Ça veut dire quoi? Si vous mettez une plaque derrière la fesse de la dame et vous faites une césarienne et vous avez du liquide amniotique qui passe sous les fesses, eh bien, l'eau, elle va décoller la plaque et elle va diminuer la surface de la plaque avec le corps. Et donc, vous allez diminuer la surface qui va récupérer l'énergie. Et on a dit que la chaleur qui va être envoyée sur le tissu, lorsqu'elle va être récupérée de l'autre côté, il faut la diluer, cette chaleur, il faut la refroidir. Et si vous avez un petit endroit, vous êtes sûr que vous allez brûler la dame derrière. Et souvent, lorsque vous avez des femmes qui sont brûlées derrière la cuisse, c'est parce que votre plaque s'est décollée du corps, et c'est pour cela qu'il ne faut plus la placer en postérieur, la plaque. Il faut que la plaque soit en adhésion parfaite sur la peau. Et donc, utiliser des plaques, si possible, qui collent sur... Ou si vous avez des plaques en plastique, mettez une ceinture en caoutchouc autour pour qu'elle soit parfaitement bien appliquée sur le corps. Et il faut choisir un site bien vascularisé le plus proche possible, parce que plus vous mettez la plaque proche de votre endroit où vous travaillez,
plus court sera le trajet pour que le courant sorte, et moins vous aurez de chances de blesser les autres organes. Ça, c'est des plaques qui ont été mises derrière le mollet lorsqu'on faisait une varicocèle. Voilà. D'accord? Ça, même chose. On a fait une dame, on lui a fait, je crois, une chirurgie de mammaire et on lui a mis la plaque. Vous voyez? Voilà. Pour les complications de la chirurgie bipolaire, elles sont plus rares que celles occasionnées par le courant monopolaire, mais elles peuvent être redoutables. Le trajet du courant étant parfaitement défini, les complications sont surtout liées, et ça le chirurgien jeune croit que plus il va laisser son énergie et appuyer sur le bouton de l'énergie, il va être efficient en coagulation. C'est faux, archi faux. Pourquoi? Parce que lorsque vous appliquez de façon prolongée la coagulation bipolaire à proximité de structures qui ne supportent pas l'énergie, vous allez la blesser. Le courant, pour qu'il puisse passer en bipolaire, il a besoin d'un tissu électroconducteur. Électroconducteur, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du NaCl, il faut qu'il y ait de la flotte, il faut qu'il y ait du sel. Lorsque vous mettez la bipolaire et vous desséchez le tissu et il n'y a plus d'eau dedans, le courant ne peut plus passer. Et donc, puisque vous continuez de donner de l'énergie, votre courant, il n'est pas bête, il va se dire, tiens, mais je vais passer à côté là où il y a de l'eau. À côté. Il va passer par là, il va repasser par là. Et donc, plus vous donnez de l'énergie, plus ici ça va s'assécher, et plus ça va commencer à aller par là, et ensuite ça va faire comme ça. Et quand vous n'arriverez plus, ben, ça va faire comme ça, etc. Donc ça va aller comme un rond qui est en train de s'agrandir, et quand vous avez des tissus qui sont sensibles, eh ben, vous les payez. Ici, je voudrais vous montrer juste un ciseau qui est bipolaire. Donc regardez, ici, regardez le dégât thermique. Ici, on travaille en mode section bipolaire. Regardez, aucun dégât thermique. Regardez, section, et regardez le dégât thermique. Regardez sur la trompe. Coagulation, regardez le dégât thermique jusqu'où ça va. Section, pas de dégât thermique. Coagulation, regardez le dégât thermique. Ok? Donc si vous avez des tissus qui ne supportent pas l'urtère, par exemple, vous lui faites ça, vous êtes sûr que vous avez une fistule urétérale. Or, on peut utiliser l'énergie si on sait l'utiliser. Chute d'escar. La coagulation bipolaire ne met pas à l'abri du chute d'escar, pouvant apparaître de façon plus ou moins retardée. En général, quand vous faites une coagulation de la vessie, c'est à peu près moins d'une semaine. Mais quelquefois, lorsque vous faites une chirurgie majeure d'endométriose de cancer, vous êtes tout content, la dame elle part, et elle vient chez vous avec du pipi qui sort du vagin, et vous vous dites, mais pourquoi j'ai bien travaillé? Eh bien non, vous avez endommagé le tissu urétéral qui fait sa nécrose et qui demande du temps. Et donc il faut bien utiliser l'énergie. Ici, cas réel, c'est une dame qui a été opéré par un chirurgien vasculaire pour un syndrome de congestion pelvienne. Syndrome de congestion pelvienne. D'accord? La dame, elle vient urétéro-hydronéphrose gauche. Une semaine après l'intervention. Urétéro-hydronéphrose gauche. Donc, vous voyez ici, on lui a brûlé le ligament infundibulopelvien. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est que regardez ici, le péritoine, il est brûlé. D'accord? Donc, quand on a libéré la région pour voir pourquoi la dame elle avait une urétéro-hydronéphrose, ce que je veux que vous remarquiez, regardez, la couleur ici, c'est quelle couleur là? C'est blanc. Ça veut dire que là, ce qu'il y a sous la pince, c'est l'urtère qui est carbonisée. Vous voyez? Là, il y a le péritoine. Ici, il y a le lymphondibulopelvien. Et ici, regardez, plus on rentre, plus c'est blanc. Regardez, à l'intérieur. Voilà, c'est blanc. Tout ça, c'est blanc. Toute cette région-là, elle est blanche. Et vous allez voir que l'urtère, cette dame, elle a eu une réimplantation avec vessie psoïque. Alors qu'elle avait un syndrome de congestion pelvienne. Elle avait des petites douleurs, elle se retrouve avec une réimplantation. Regardez l'urtère, il ne bouge plus, regardez l'urtère, il est là, voilà. Regardez quelle taille il a. Ça, complication, parce qu'ils ont fait la bipolaire, ils sont restés pendant 3 ans à brûler le ligament infundibulopelvien et ils se sont payés l'urtère parce que ils ne connaissaient pas
les règles de l'électrochirurgie. Alors, pour les brûlures de contiguïté, comment on fait? La prévention de cette complication implique une parfaite dissection des éléments à coaguler en évitant les coagulations en masse et en mettant à distance les éléments nobles ne supportant pas l'élévation thermique. Et je remercie Jacques Ourkabi qui m'a appris ça. Il me dit ne faites pas la chirurgie de la laparotomie. C'est-à-dire, en laparotomie, on met deux grandes Jean-Louis Faure sur les pédicules utérins, on ne sait même pas où est-ce qu'on est, on donne un grand coup de ciseau comme ça, on met deux autres Jean-Louis, on coupe ciseau et on vire l'utérus. C'est comme ça qu'on fait en laparotomie. Mais en laparotomie, on n'utilise pas d'énergie. Donc si on met des fils, il n'y a pas de problème. En célioscopie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous prenez des grands tissus avec de l'énergie, vous êtes sûr que vous allez avoir du dégât thermique latéral. Donc comment faire? Il faut toujours coaguler les tissus avant de les couper, avoir des temps d'application très courts avec la bipolaire et éviter de brûler les tissus proches des structures nobles. Par exemple, vous avez ici l'urtère, il faut couper les tissus toujours sous contrôle de la vue, temps d'application court pour pouvoir faire une bonne hémostase. Deuxième chose, il faut essayer de enlever le péritoine qui recouvre les vaisseaux parce que quand vous coagulez le péritoine, vous allez entraîner une cytostéatonécrose péritonéale qui va être isolante autour du vaisseau et lorsque vous allez brûler et couper le vaisseau, ça va saigner parce que l'énergie va être condensée uniquement sur le péritoine et vous ne contrôlerez pas le vaisseau. Donc quand vous voulez contrôler un vaisseau en célioscopie, brûlez tout ce qu'il y a autour, en haut, en bas, et ce n'est qu'après que vous pouvez brûler et coaguler de façon effective les vaisseaux en toute sécurité. Pour éviter la chute d'escar, il faut éviter l'application unique et prolongée de coagulation bipolaire, c'est-à-dire la grande Jean-Louis Faure que vous mettez en laparotomie. Il faut donner des temps d'application de l'énergie bipolaire très courte et chaque fois continuer pour pouvoir vider les tissus de leur eau. Le tissu blanchit et il émet des bulles. Dès qu'il n'émet plus de bulles, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dedans, il faut arrêter de coaguler. Et il ne faut pas attendre la carbonisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le tissu noircisse, parce que quand le tissu est noir, quand vous allez le couper, il va saigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi donc, voilà ici, il y a la fenêtre de la technique de Clermont-Ferrand, je pense que Jacques va en parler demain, ou c'est Leïla qui va en parler pour l'hystérectomie. Ici, vous avez le ligament infundibulopelvien. Avant de brûler le ligament infundibulopelvien, enlevez la tunique péritonéale qui recouvre le ligament infundibulopelvien, et ce n'est qu'après que vous pourrez coaguler de façon efficiente le ligament infundibulopelvien, parce que vous n'aurez plus cette couche isolante autour du ligament infundibulopelvien et vous pourrez avoir une rapide coagulation sûre, parce qu'une fois que coagulant bipolaire, vous êtes sûr que ça lâche pas après. C'est comme les autres systèmes de thermofusion ou d'ultracision, on peut avoir des saignements. On enlève, vous voyez, le péritoine ici entièrement qui recouvre le ligament infundibulopelvien et on va le couper et ce n'est qu'après qu'on va faire l'hémostase. Pardon. Voilà, ce n'est qu'après qu'on fait l'hémostase du ligament, de la partie vasculaire du ligament, et on pourra le couper en sachant qu'il faut couper à peu près sur 2 cm et sectionner exactement au milieu pour que le retour ne saigne pas et l'arrivée ne saigne pas. Et si vous faites comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais de saignement post-opératoire et vous n'aurez pas de problème de lésion des organes d'avoisinant. Enfin, et ça j'insiste, pour la célioscopie, vous avez une obligation de moyens. Si vous n'êtes pas bien équipé, vous n'avez pas le droit de faire de la chirurgie endoscopique. C'est une obligation. Si vous avez un générateur qui a plus de 10 ans, il faut le changer. Il faut que votre générateur soit un générateur intelligent. Il doit être doté de dispositifs de sécurité. Lui, il va, si vous ne le savez pas,
On vous a dit que coaguler tant qu'il y a des bulles. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, il faut arrêter. Eh bien, il y a un programme dans les nouveaux générateurs qui arrive à enregistrer l'impédance des tissus, et quand le générateur estime qu'il n'y a plus d'eau dans le tissu, il arrête l'énergie. C'est fini. Même si vous voulez appuyer, il ne donne plus d'énergie. Donc, prenez ce genre de générateur. Mon ami Asman a parlé de ce qu'on appelle du Neutral Electric Security System, c'est-à-dire les NESI. Sachez qu'en Europe maintenant et en France, c'est une obligation. Vous n'avez pas le droit d'opérer une femme sans NESI. Qu'est-ce que c'est le NESI? On a dit que l'énergie qui venait et qui faisait son effet au bout de l'instrument actif, cette énergie doit ressortir par la plaque. Et on a dit que cette plaque doit être d'autant plus grande pour diminuer la chaleur qui a été donnée en. Mais si votre plaque, comme on a dit, elle a de l'eau, vous avez de l'eau et qu'elle se décolle entre le patient et entre elle-même, et que vous n'avez qu'un petit endroit. La NESI, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité deux plaques qui se surveillent l'une l'autre. Si vous avez un bout de la plaque qui se décolle, le générateur, il va dire non, moi j'ai pas la même impédance entre ici et là, je ne transmets plus le courant, j'arrête le courant monopolaire. Et donc maintenant, les générateurs doivent être équipés de ce système NESI. Donc ça m'amène à conclure qu'une bonne utilisation du matériel d'électrochirurgie et une bonne connaissance des principes qui régissent son fonctionnement permettent aux chirurgiens de bénéficier de façon optimale de l'intérêt des courants haute fréquence en chirurgie. C'est vos alliés, les courants. Vous devez savoir les maîtriser. Elles préviennent également les accidents liés à cette technique. Les alternatives technologiques aux courants d'haute fréquence proposées en chirurgie, telles que les systèmes thermofusion et les systèmes à ultrasons, sont un réel progrès, mais ils ne doivent pas effacer le fait que 95% de votre activité chirurgicale de base devra être faite avec de l'énergie monobipolaire. Je vous remercie.